Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, voyage en Amérique avec Franz Kafka. Et lecture d'un livre qui a sans doute changé mon opinion, ou du moins mes idées reçues sur Kafka. Kafka, on le lit très souvent avec en tête l'adjectif kafkaïen, utilisé à toutes les sauces dès qu'une situation est absurdement tragique et c'est une situation où j'arrive pas à dire, comme je suis en train de le faire maintenant, comment s'en sortir. Ben voilà, c'est kafkaïen. Les méandres de l'administration sont kafkaïens, par exemple. C'est sans doute issu du procès de Kafka, qui est un roman postérieur à l'Amérique, même si ce roman-là n'a jamais été publié du vivant de Kafka, comme une grande partie de son œuvre. Il n'a d'autant pas été publié que c'est un roman inachevé. Pourtant, d'avant le procès, d'avant le château, d'avant les autres romans de Kafka, écrits dans les années 1911-1914, et puis rassemblés par Max Brod après la mort de Franz Kafka. Alors qu'est-ce que c'est que l'Amérique ? Je vous disais que ça a fait changer mon regard sur Kafka et sur l'adjectif kafkaïen. Ce qui est différent par rapport aux autres livres de Kafka, du moins dans le souvenir que j'en ai, je lisais Kafka il y a 20 ans. C'est-à-dire, quand j'avais 20 ans, c'était l'été 2001, juste avant les attentats du 11 septembre. Voilà 20 ans que ça a eu lieu, les attentats du 11 septembre, et j'étais à l'armée, à l'école de recrues, et j'étais dans un monde absurde, dans un monde kafkaïen au sens habituel du terme. Et donc, j'ai été d'autant plus influencé par cette vision-là de Kafka, une vision assez noire. Kafka comme un annonciateur du totalitarisme, de l'absurdité bureaucratique, du stalinisme et de ces choses-là. Mais l'Amérique, on n'est pas dans le stalinisme forcément. L'Amérique, qu'est-ce que c'est ? Un jeune homme, Karl, traverse l'océan en bateau pour aller en Amérique parce que il est chassé par ses parents pour des raisons comportementales, dirons-nous. Enfin, il a un peu fauté. Et donc, on ne veut plus de lui en Europe, il faut l'envoyer loin. Il y a un oncle en Amérique qui va s'en occuper, il est plein de fric. Sauf que cet oncle en Amérique va s'en occuper pas très longtemps. Il va lui dire maintenant, fais ta vie comme doit le faire un bon Américain. C'est-à-dire qu'un Américain qui débarque d'Europe, il n'a rien, il fait fortune. Hein. C'est le mythe de l'Amérique dans sa quintessence, ça. Je débarque de nulle part, je fais des petits boulots et je fais fortune. Bon, pour Karl, en tout cas dans ce début de roman, la suite, peut-être que si Kafka avait poursuivi le livre, Karl aurait fait fortune. Bon, pas sûr. Parce que quand même, chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, ça l'enfonce un peu plus, alors qu'il n'y est pour rien. Donc il y a un côté absurde, kafkaïen, encore une fois. Mais ce kafkaïsme, non, je ne suis pas sûr que le terme soit si judicieux, cet aspect kafkaïen, dans l'Amérique, il est comique. Les situations décrites sont drôles, même si elles sont parfois violentes.
c'est un absurde qui touche au burlesque, à la fantaisie. Il lui arrive à notre ami Karl plein de choses contre son gré et il y réagit toujours d'une manière, au fond, distanciée. Même si on s'acharne sur lui injustement, il n'y a pas de pathétique. Il y a au contraire une mise à distance par le style de Kafka. Il va s'engager comme groom dans un hôtel et faire très bien son boulot, semble-t-il, jusqu'au moment où, que se passe-t-il? Il quitte son travail à cause d'un de ses potes, Robinson, qui, ivre-mort, est en train de lui réclamer du fric. Et évidemment, ça c'est un peu embêtant dans un hôtel quand même qui se veut distinguer, qu'il y ait des poivreaux vagabonds qui demandent du fric au groom, au garçon d'ascenseur. Donc il va quitter son travail un petit moment pour aider le fameux Robinson à cuver son alcool dans le dortoir des grooms. Et puis, bon, le problème c'est qu'il quitte son poste pas longtemps, mais ça se sait, et donc il y a toute une scène terrible, comme s'il avait commis un crime épouvantable. Il est viré, et il lui arrive plein d'autres aventures. Il se retrouve avec le même Robinson et un autre personnage qui s'appelle Delamarche, une sorte de couple, de deux compagnons de route, dont l'un est le maître de l'autre. Robinson est le serviteur de Delamarche, et ils vivent avec une cantatrice, une ancienne cantatrice qui s'appelle Brunhilde dans les opéras de Wagner, qui est une femme plantureuse et fascinante, mais terriblement capricieuse aussi, et qui manipule et donne des ordres à Delamarche qui les répercute sur Robinson. Bref, situation là aussi assez absurde, et Karl se retrouve pris avec ces personnages-là dans un appartement bourré de choses qui traînent, avec des immenses rideaux. Enfin, le lieu est déjà en lui-même assez bizarre. Il doit donc obéir à Delamarche et aux caprices de Brunhilde. Il veut s'enfuir, mais il ne peut pas. Robinson, qui est fidèle à son ami Delamarche, veut l'en empêcher. Passe dans la rue les candidats à l'élection du juge, et il y a toute une scène de rue qui montre aussi l'aspect démocratique des États-Unis et un peu le rêve américain, mais un rêve qui se casse la gueule parce que ça finit en pugilat, cette affaire-là. Et puis notre ami Karl veut s'enfuir de cet appartement où il est incarcéré contre son gré. Et donc on a plein de scènes comme ça où il essaye de s'en sortir avec grand-peine. Pour finir, il va se faire engager au théâtre de la nature d'Oklahoma, qui engage à peu près n'importe qui pour faire n'importe quoi, une sorte de théâtre gigantesque qui a pour but d'engager des gens pour leur faire quoi, on ne sait pas trop. D'ailleurs, on aurait aimé avoir la description de ce qui se passe véritablement dans ce théâtre de la nature d'Oklahoma, mais comme je vous l'ai dit, le roman est inachevé. Alors pour saisir un peu cette ambiance, je vais lire un passage où, enfermé dans l'appartement, Karl essaye de s'enfuir. Il prend 2 couteaux,
et essaye d'ouvrir la porte, qui est évidemment fermée à clé, en essayant de faire en sorte que ses ravisseurs ne le chopent pas. Mais évidemment, ça ne va pas marcher. Et donc Delamarche va le choper en flagrant délit. C'était la voix de Delamarche. Ils avaient tous les trois réintégré la pièce. Le rideau s'était déjà refermé derrière eux. Karl n'avait pas entendu le bruit de leurs pas. La vue des deux couteaux lui fit tomber les bras, mais il n'eut pas le temps de proférer un seul mot d'excuse ou de justification. Dans un accès de fureur hors de toute proportion avec l'occasion de cette colère, Delamarche avait bondi sur lui tandis que la cordelière de sa robe de chambre se dénouait et décrivait une grande courbe dans l'air. Karl eut juste le temps de s'effacer. Il aurait pu arracher les couteaux de la porte pour essayer de se défendre, mais il ne le fit pas. En revanche, s'étant baissé puis se redressant subitement, il saisit par son immense col la robe de chambre de Delamarche, la remonta, la lui rabattit sur la tête. Elle était, comme on le sait, trop grande pour son porteur, et le maintint ainsi solidement. Delamarche, aveuglé et surpris, se mit à agiter les mains en l'air et à donner, mais avec gêne, des coups de poing dans le dos de Karl qui s'était jeté contre sa poitrine pour mettre son visage à l'abri. Karl supporta les coups de poing, bien qu'il se tordît de douleur et qu'ils se fissent de plus en plus violents. Mais comment ne pas être stoïque quand il voyait la victoire apportée? Les pouces dans les yeux de Delamarche, il le faisait reculer devant lui vers le coin le plus encombré de la pièce et cherchait de la pointe des pieds à entortiller la cordelière de la robe de chambre autour des chevilles de l'adversaire pour essayer de le faire tomber. Malheureusement, obligé de se consacrer entièrement à Delamarche, dont la résistance augmentait et dont le corps se raidissait de plus en plus contre le sien, il oublia qu'il n'était pas seul avec lui. Il ne s'en aperçut d'ailleurs que trop tôt, car les pieds lui manquèrent soudain. Robinson, qui s'était jeté sur le sol en hurlant, les lui écartait de toutes ses forces. Karl poussa un soupir et lâcha Delamarche, qui recula encore d'un pas. Brunelda s'était accroupie dans toute son ampleur au milieu de la chambre et suivait le combat avec des yeux brillants. On eût dit qu'elle y prenait part. Elle respirait profondément, son regard visait, elle avançait lentement sur Karl. Delamarche rabattit son col, ce qui lui dégagea la vue, et désormais il ne fut plus question de combat, mais simplement de punition. Il empoigna Karl par le plastron de sa chemise, le souleva presque du sol et le jeta, sans même de mépris le regarder, contre une armoire qui se trouvait à quelques pas, si violemment que Karl, dans le même instant, pensa que les douleurs cuisantes qu'il ressentait dans la tête et dans le dos, en allant buter sur le meuble, provenaient encore de la main de Delamarche. Des ténèbres montaient devant ses yeux étourdis. Il entendit encore l'exclamation « crapule !» que Delamarche lui lançait du fond de cette obscurité, et tandis que l'épuisement l'abattait au pied de l'armoire, il crut saisir les mots « Attends un peu » au fond d'un faible tintement. Cette scène, très vive, très cinématographique, on voit les images, on voit la rapidité des mouvements des personnages dans ce huis clos de la chambre ici, me semble assez typique de cette œuvre de Kafka qui, bien sûr, montre une violence. Il se fait battre, il se fait punir, Karl, alors qu'il essaye de s'enfuir d'une situation injuste. Mais c'est décrit comme un spectacle, comme une danse presque. En tout cas, l'aspect visuel est extrêmement mis en scène par Kafka. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce livre-là, c'est que c'est un livre vif, c'est un livre où il se passe plein de choses. Et qu'il ne soit pas terminé n'est pas un problème. Il peut lui arriver encore plein d'aventures à ce Karl, on peut en imaginer plein d'autres.
celles qu'on a lues nous ont plu parce qu'elles sont des scènes loufoques ou tragico-loufoques ou absurdes, violentes, mais vivantes. Voilà ce que je pouvais dire de ce livre, L'Amérique de Kafka, que j'ai lu ici en folio dans la traduction d'Alexandre Vialat, avec sur la couverture ce dessin de Tardy que j'aime bien, que je trouve aussi avec la tête de ces personnages et leur attitude à la fois étrange et malheureuse mais sans être sinistre. Ça ressemble assez à ce qu'on voit dans l'Amérique